Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une épreuve qui a été infligée à l'ensemble des élèves de France et de Navarre de l'âge de 14-15 ans qui ont dû passer le brevet des écoles que l'on appelait jadis le BEPC, le brevet élémentaire du premier cycle. Pourquoi je vous en parle ? Parce que l'un de nos adhérents m'a montré l'épreuve d'histoire et géographie. C'est une épreuve dans la série générale, donc pour l'ensemble des élèves de la voie générale, si l'on peut dire, qui sortent donc du collège en troisième, qui ont vocation à entrer en seconde, c'est-à-dire au lycée. Et le thème, il s'agit de histoire-géographie, enseignement moral et civique. C'est en fait le seul sujet d'histoire-géographie posé à l'adolescence. C'est le seul examen qui va avoir lieu avant le baccalauréat pour, donc, encore une fois, les 14-15 ans. Alors, j'avoue que j'ai été un peu désespéré de lire ça, et plus exactement choqué et scandalisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois grandes questions. La première grande question concerne ce qu'ils appellent géographie, et le thème, c'est la France et l'Union européenne, avec un document 1 et qui porte sur la coopération entre les États de l'Union européenne, avec dedans ce texte la politique de cohésion qui vise à réduire les écarts de développement entre les régions est la principale politique de l'Union européenne en matière territoriale. L'intégration européenne passe par le développement de la coopération entre les États membres. Cette coopération prend des formes très diverses et se situe à différents niveaux institutionnels. Et en matière de sécurité, les États sont amenés à coopérer autour d'une politique commune de défense et d'accords de police. En matière d'éducation, c'est notamment le cas du programme Erasmus avec une petite note en bas de page. Voilà. Toutefois, l'Union européenne promeut surtout la coopération interrégionale, c'est-à-dire l'interaction directe entre régions appartenant à des pays membres autour d'un projet commun. Et puis il y a un deuxième document, un exemple de coopération transfrontalière, vous le voyez à l'écran, entre la France et l'Espagne, où on montre le département de la province de Gérone en Espagne, soit dit en passant dans le pays, en Catalogne espagnole, et le département français des Pyrénées-Orientales, avec donc des flèches qui montrent qu'on passe librement d'un pays à l'autre, que la frontière est ouverte, qu'elle permet la libre circulation des travailleurs, des touristes, des consommateurs, qu'il y a une école bilingue internationale, etc., etc. Et puis on en arrive donc à la question de cette première partie de cette épreuve du brevet. Première question, quel est l'objectif de la politique de cohésion de l'Union européenne ? Bon ben, l'objectif, il est clair, puisqu'il a été explicité juste avant. Et ça vise à réduire les écarts de développement entre les régions. C'est la principale politique de l'Union européenne. Il est bien précisé les écarts de développement entre les régions de l'Union européenne. Il n'est pas précisé de réduction des écarts de développement entre les nations ou entre les pays de l'Union européenne. Deuxième question, c'est quelles sont les deux échelles de coopération évoquées par le document ? Bon, ben, il suffit de le lire. Ce sont à la fois les coopérations politiques, il y a plusieurs politiques qu'ils ont citées, et les coopérations transfrontalières. Ensuite, alors ça, on vous expliquait que c'était avec le document 1. Sur le document 2, citer deux éléments qui favorisent les flux entre la France et l'Espagne. Ben, on voit, il suffit de citer par exemple soit les axes de communication, LGV autoroute, soit les flux de travailleurs, de touristes, de consommateurs. Quels aménagements ou équipements ont été réalisés dans le cadre de la coopération entre la France et l'Espagne ? Donc c'est là qu'on citera plus particulièrement les autoroutes, ou même que l'on pourra citer un hôpital, paraît-il, transfrontalier qui a été créé entre le département des Pyrénées-Orientales et la province de Gérone. Cerise sur le gâteau, la dernière et cinquième question de cette première partie. En vous appuyant sur des exemples précis, montrez, c'est un impératif, montrez que l'Union européenne favorise aux échelles nationales, régionales et locales les échanges et la coopération. C'est-à-dire, en fait, montrer les bienfaits de l'Union européenne. Ceci est donc demandé à des enfants de 14-15 ans au titre de la géographie. On ne leur demande pas, en revanche, quelle est la géographie de la France.
On ne leur demande pas quels sont les départements, la taille, quels sont les climats, quelle est la géographie de l'outre-mer français, la présence de la France dans le monde, la zone économique exclusive. On ne leur demande pas sur cette géographie humaine la population française, la répartition selon les bassins d'emploi. Enfin, il y a des quantités d'autres choses que l'on pourrait demander. La deuxième partie de ce brevet, c'est l'histoire. En premier, c'était la géographie. En deuxième, c'est l'histoire. Et voilà donc ce qui est demandé à ces enfants sous la forme d'un développement construit, c'est-à-dire sous la forme d'une rédaction d'une vingtaine de lignes, présenter les principales caractéristiques du régime mis en place en Allemagne entre 1933 et 1945. Alors, ça s'appelle Reductio ad Hitlerium, ou ça s'appelle aussi le point Godwin. Et ça n'a, à mon avis, strictement rien à faire dans une épreuve d'histoire de France posée à des enfants à la sortie du collège. L'histoire de France ne se résume quand même pas au régime nazi entre 1933 et 1945. Ça devient du délire, cette histoire. On entend parler de ça matin, midi et soir, tous les jours de l'année, dans toutes les émissions de radio, etc. Il y a quand même d'autres choses à savoir sur l'histoire de France. D'où vient le mot France? Quels étaient les Francs? Qu'est-ce que c'est que la guerre des Gaules? Comment ça s'est passé avec Vercingétorix? Le monde gallo-romain? Qui a été Clovis? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ont été les Mérovingiens? Qu'est-ce qu'ont été les Carolingiens? Qui a été Charlemagne? On pourrait parler aussi de qu'est-ce qui s'est passé en 987 à Noyon avec l'élection du Capet au trône de France. On pourrait parler ensuite des premiers Capétiens. On pourrait parler de Philippe Auguste, de Philippe le Bel, de Saint-Louis. On pourrait parler d'Henri IV, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, de la Révolution. On pourrait parler de Napoléon, on pourrait parler de la Seconde République, on pourrait parler de Napoléon III, on pourrait parler de la Commune de Paris, on pourrait parler de la Troisième République. Non. On nous demande qu'est-ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 en Allemagne. C'est la deuxième partie. Enfin, la troisième partie, histoire, géographie, enseignement moral et civique. Alors l'enseignement moral et civique, lui, part d'un extrait du journal Le Monde du 21 février 2019. Madame Hélène Pommier, professeure de français, explique que c'est en produisant des contenus médiatiques qu'on devient un lecteur, un auditeur, un téléspectateur averti. Et cette leçon s'étend à d'autres situations. Elle permet de comprendre qu'on ne doit pas, sur les réseaux sociaux, répercuter sans vérifier, s'indigner sans savoir qui parle. Et donc il faut faire preuve d'un esprit critique face à l'information sur les réseaux sociaux. Alors je trouve ça là aussi tout à fait extraordinaire qu'il faille faire preuve d'esprit critique face à l'information. Je suis le premier à être d'accord. Ça fait 15 ans et demi que j'aiguise l'esprit critique de mes compatriotes sur l'information qui leur est délivrée, mais notamment sur l'information des médias mainstream. Or là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de mettre en garde des jeunes gens, des jeunes filles de 14 ou 15 ans, sur le fait, le message subliminal, c'est faites très attention sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, faites très très attention, veillez qui est le dit, etc. Sous-entendu, tout ça est faux. Sous-entendu numéro 2, renseignez-vous auprès des vrais médias que sont TF1, BFM TV ou que sont Europe 1, RTL, France Inter ou voire le journal Le Monde, puisque là, vous aurez de la bonne information. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Comme si le journal Le Monde, pour ne parler que de lui, qui pourtant est le journal de référence, donnait une information toujours exacte, même si c'est, il est vrai, l'un des journaux qui est le moins critiquable peut-être parmi d'autres. Mais comme si beaucoup de journaux n'étaient pas en fait des porte-paroles d'intérêts extrêmement circonscrits aux élites et à l'oligarchie de milliardaires qui les détient. Qui ne s'est jamais rendu compte que la plupart des journaux français déversent en permanence des informations biaisées, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur le Brexit, que ce soit sur la Russie, que ce soit sur le monde arabo-musulman, que ce soit sur l'OTAN, que ce soit sur l'Allemagne, etc., que tout est biaisé en fonction des intérêts de cette oligarchie. Voilà, je voulais vous dire tout ça parce que je trouve que c'est
au fond quand même à la fois très grave et à la fois la preuve d'un sentiment panique. Pourquoi très grave ? Parce que moi, je suis né en septembre 1957. J'ai passé le brevet des collèges en septembre 1971. J'avais 14 ans. Eh bien, je peux vous assurer que dans ce brevet, à l'époque le BEPC, eh bien, jamais on ne m'avait interrogé sur la construction européenne, qui pourtant remontait à 1950, c'est-à-dire 21 ans auparavant, la déclaration Schuman, ou même, s'agissant du traité de Rome, 1957, 14 ans auparavant. D'ailleurs, dans ma scolarité, lorsque j'ai passé le baccalauréat en 1974, eh bien, je peux assurer les gens qui m'écoutent que l'histoire qu'on nous enseignait au lycée, après nous l'avoir enseignée au collège, s'arrêtait toujours plutôt avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et en tout cas ne dépassait jamais la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y avait un principe absolument fondamental de l'enseignement républicain, qui est qu'on ne devait pas toucher aux sujets d'actualité les plus brûlants, qui sont des sujets politiques, afin de ne pas violer la conscience des jeunes enfants d'un point de vue politique. Donc, en 1974, les derniers enseignements remontaient à peu près à 1944. Il n'y avait absolument aucun enseignement, ni sur la Quatrième République, ni bien sûr sur la Cinquième République. Alors que là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que les trois sujets sont d'une hyper-actualité. Sur la coopération transfrontalière au sein de l'Union européenne, avec d'ailleurs un sujet particulièrement polémique qui est celui des Pyrénées-Orientales, qui est, comme vous le savez peut-être, revendiqué par les Catalans qui voudraient créer un État indépendant. Deuxièmement, un sujet sur l'Allemagne hitlérienne. Et troisièmement, un sujet sur la méfiance qu'il faut avoir vis-à-vis des réseaux sociaux. En réalité, nous avons affaire à un pays qui est de nature, et je pèse mes mots, de nature totalitaire. Totalitaire, ça veut dire total, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une soumission totale des jeunes générations aux principes fondamentaux qui régissent la politique d'aujourd'hui. Du temps de l'Union soviétique, il y avait des épreuves aux enfants de 13, 14, 15 ans qui relevaient de ça. Expliquer pourquoi la glorieuse révolution de Lénine et Staline a apporté le bonheur au peuple soviétique. Expliquer comment l'Union soviétique, sous la direction du maréchal Staline, a triomphé de la grande guerre patriotique, etc., etc. Expliquer pourquoi l'envoi du satellite Spoutnik en 1957, qui a été le premier objet envoyé dans l'espace par l'homme, en quoi il prouve la supériorité de la construction du socialisme. Ça s'appelle un État totalitaire. C'est-à-dire qu'il façonne les esprits à une situation contemporaine éminemment politique. Ce qui est également une trace du totalitarisme, c'est l'évacuation, l'anéantissement, l'oubli volontaire, l'omission systématique de notre histoire, de l'histoire de France, d'où est née la France, comment s'est composée la France, qu'est-ce qui a fait que la France a été en conflit avec ses voisins, quelles ont été les politiques de ses voisins vis-à-vis de la France. Tout ça est complètement oblitéré. Donc je suis désolé de le dire, mais je suis très inquiet de cette situation parce que ça prouve que la France est maintenant dirigée par une clique qui a décidé de la fin de notre pays, sa destruction, et qui passe par une espèce d'amnésie volontaire et générale des jeunes générations. Et puis l'autre aspect des choses, c'est quand même le mode panique. Parce que tout ceci prouve quoi ? Tout ceci prouve que les dirigeants voient bien que la construction européenne est rejetée de plus en plus massivement par les peuples, et en particulier par le peuple français. Et donc, ils essayent de faire du lavage de cerveau, de la propagande auprès de jeunes enfants qui ne sont même pas majeurs, et ils efforcent de faire ça parce qu'ils essayent désespérément de faire avaler une idéologie qui, de toute façon, ne marche pas. Toute la propagande qui a pu avoir lieu en Union soviétique n'a pas changé les choses à partir de 1987. Les dysfonctionnements généralisés qui ont été mis en lumière par l'explosion de Tchernobyl du 24 avril 1986, eh bien tous ces dysfonctionnements ont amené à partir de 1987 au début de démantèlement
de la construction du socialisme, avec notamment la glasnost, la transparence, et la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration, qui étaient les deux mots-clés que Gorbatchev avait à l'esprit pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, et en fait qui a débouché sur l'éclatement de l'URSS et son effondrement entre 1989 et 1991. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la Russie de Vladimir Poutine, qui accumule succès sur succès au niveau international, en Ukraine, au niveau international vis-à-vis de la plupart des pays du monde, sauf le monde occidental, qui a accompli également des prouesses en matière agricole, en matière industrielle, etc., eh bien la Russie de Poutine se fonde sur un réapprentissage de l'histoire de son propre pays et un amour de son propre pays. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'un peuple et d'une nation qui se redresse après s'être effondré et sans qu'elle fonde ce redressement justement sur l'amour de la patrie, la connaissance précise de sa géographie et de son histoire. On ne peut par exemple pas comprendre ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine, et en fait qui est un faux-né de l'OTAN, et la Russie, si l'on ne comprend pas quelle a été l'histoire de l'Ukraine depuis des territoires aujourd'hui sous domination ukrainienne depuis de plusieurs siècles. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet à laquelle je vous renvoie. Il faudra, pour redresser la France, en terminer avec tout ça et réapprendre aux jeunes Français, d'abord et avant tout, l'histoire de leur propre pays et la géographie de leur propre pays, avant que de commencer à leur parler du reste du monde. Vive la République et vive la France.